Je me présente Katia Schenkel. Je suis psychologue d'urgence, donc j'exerce, en fait, pour tout ce qui est ce qu'on appelle événements potentiellement traumatisants, sur demande, donc côté suisse, sur demande de la police principalement pour les citoyens en cas d'accident, d'agression, braquage, annonce de décès, enfin tout type de situation. Et puis ça a été nommé également, praticienne en technique d'optimisation du potentiel que j'ai l'occasion de déployer aussi bien auprès de soignants, que de mes collègues, psychologues d'urgence, heu, ainsi que également par rapport, au métier de la sécurité. Donc des agents de sécurité, des agents de sécurité qui travaillent dans les milieux hospitaliers aussi, qui a une fonction un petit peu différente. Et puis aussi au niveau d'agents de détention et agents de police, où je suis responsable, notamment pour la, formation des assistants de sécurité publique qui doit correspondre à la police municipale, plutôt de votre côté et également aussi, quelques cours au niveau de la police nationale. Donc il y a certains des exemples qui fonctionneront, enfin voilà, que je nommerai, qui seront un petit peu issus de ces différentes réalités-là. Je passerai, au départ par une première partie plutôt de, je dirais définition de qu'est-ce qu'on entend par le stress, parce qu'avant de pouvoir le gérer, il faut déjà que je sache ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. Et puis on terminera par deux trois techniques. Alors évidemment sur un espace de 1 heure, on va pas pouvoir aller beaucoup dans les, détails de tout ça, mais au moins vous donner un peu des aperçus et puis ne serait-ce que peut-être vous donner l'envie, heu, d'aller un peu plus loin sur ces techniques-là. Pour commencer, déjà, c'est, une auto-évaluation, hein, qui va être, importante, et en top, on va parler, heu, de votre niveau d'activation. Déjà, est-ce que, il y a 2 manières de le voir. Est-ce que dans notre météo, on a l'impression donc de même que je regarderai la météo pour savoir comment m'habiller le matin, il y a aussi ce réflexe à avoir de comment je me sens aujourd'hui. Donc est-ce que c'est plutôt, grand ciel bleu, comme ça peut être le cas dehors? Ou est-ce que c'est plutôt brumeux, pluvieux, même sans forcément une raison particulière? Ou alors au contraire, est-ce que je suis, là on est plutôt dans le niveau d'activation, où je me situe? Est-ce que je suis plutôt dans l'hypostress? C'est-à-dire que par rapport à au degré d'activité, je me sens plutôt en dessous, je suis un peu trop bas, je dois partir en intervention, j'ai une mission, je viens d'avoir un appel de la centrale et puis au final, bah, voilà, j'ai dormi que 2 heures cette nuit et puis je suis pas forcément en état, donc ça, ce serait niveau 1, 2, 3. Est-ce que je suis au niveau de mon stress adapté? C'est-à-dire que je suis dans le bon niveau d'activation, niveau 4 à 7, heu, par rapport à la mission du jour, par rapport à voilà, est-ce que je suis dans une mission plutôt, de patrouille? Est-ce qu'on part sur une intervention particulière? Est-ce que je suis dans une brigade particulière avec, certaines missions spécifiques aujourd'hui? Et je suis dans cette bonne zone où le ZAO, hein, zone d'activation, optimale. Et puis, dernier niveau, est-ce que je suis en hyperstress? Est-ce que je me situe plutôt un peu trop haut par rapport à l'activité qui m'est demandée avec des risques, de voilà, de glisser un petit peu dans des effets qu'on connaît, l'effet tunnel ou autre. Et puis là, bah, c'est peut-être pour chacun d'entre vous, déjà de se faire cette auto-analyse de: «J'en suis où? C'est quoi mon niveau de stress là, maintenant?» Et puis, alors ceux qui le souhaitent peuvent le partager sur le chat, pour voir un petit peu, quel est le score du groupe qui est connecté. Et puis, ben, pour les autres, vous pouvez juste le garder, en tête, de savoir quel va être ce niveau-là. Pour ma part, je dirais que je suis pas dans ma zone d'activation optimale, heu, mais voilà, j'ai un mélange et je suis plutôt dans ma zone de stress adapté, heu, parce que je suis plutôt contente de pouvoir faire cette présentation. Hem, mais là, je vois qu'il y a des voilà, des plutôt 10, donc là, vous seriez plutôt en hyper stress, donc très activé, en ce moment, d'autres plutôt en hypo.
On va voir un ou 2 outils qui vont nous aider à nous remettre dans cette zone de stress adapté. 7 pour une autre personne. OK, très mouvant. Alors ça, c'est très juste, hein. On peut varier et l'idée, c'est vraiment de se dire: «Mais en fait, par rapport à l'activité que je suis en train de faire, là, qui est une formation, bah, est-ce que je suis dans le bon degré et celui dont j'ai besoin ou alors je suis plus en amont?» Je vois des niveaux quand même assez hauts, hein, 9, 10, stress permanent et puis d'autres niveaux qui sont plutôt autour des 4-5. Je vais laisser encore peut-être 1 minute et puis ensuite on va enchaîner. Mais on voit que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Pourquoi on le fait systématiquement au niveau des tops? C'est parce que si je ne peux pas m'auto-évaluer sur mon niveau de stress, bah, je vais pas choisir la bonne technique en fait pour me réguler et c'est ça qui est en fait important et c'est pour ça qu'on commence souvent avec cette notion de météo. C'est pour ensuite pouvoir mettre la bonne contre-mesure. 5, 9, 7, 8. OK, donc on a plutôt, des gens, sur le niveau, plus haut, et puis, bah, alors, je vais calibrer un peu mes exercices par rapport à ça. Merci beaucoup. Comme je vous disais, petite intro au niveau du stress. Qu'est-ce qu'on entend par stress? Il y a plein de définitions. J'en ai choisi une qui est un peu générale, qui va parler, en fait, de tout ce qui est mobilisé. Donc là, en fait, quand on va avoir une réaction d'alarme, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, on a vraiment ce réflexe qui se met en place, qui va activer tout notre corps, tous nos systèmes, que ce soit au niveau neurobiologique, physiologique, psychologique, pour pouvoir être en capacité de réagir, de faire face à une menace, à une agression ou alors à toute situation inattendue. Ça peut être de l'ordre de vous êtes en train de rouler pour vous rendre sur l'intervention, il y a quelque chose qui vient dans votre champ de vision, ça va créer cette réaction d'alarme. Ça peut être la pensée de vous dire: «Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? On est déjà intervenu dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, ce quartier et ça s'était pas forcément bien déroulé» et cetera. Donc ça peut être de l'ordre de la pensée, ça peut être vraiment quelque chose qui surgit dans notre champ de vision et ça va avoir le même effet de nous mettre, en fait, en réaction. L'objectif et c'est là qu'on parle de stress adapté, hein, ça va focaliser notre attention, mobiliser notre énergie, nous préparer à l'action. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se met en place quand j'en ai besoin pour faire face à toute situation qui vont se présenter à moi et on fonctionne comme ça, donc c'est pas un problème quand on parle de, voilà, souvent quand on aborde le thème gestion du stress, il y a ce côté stress négatif. Le stress, on en a besoin. Après, c'est une certaine dose et dans ce que vous nommiez au niveau de votre stress, bah, c'est l'hyperstress qu'on veut, je dirais, combattre, qu'on veut réguler ou en tout cas qui dure le moins longtemps possible pour pas avoir trop d'impact au niveau de notre santé. Donc le stress, il va simplement venir activer ce qu'on appelle le système nerveux sympathique pour nous préparer à agir. C'est là que notre cœur va battre plus vite et on sera en capacité de pouvoir agir plus rapidement. Je vous parlais aussi d'une version un petit peu plus psychologique de la définition du stress. Certains auteurs vont faire cette évaluation de l'équilibre qu'on a entre la demande que j'ai. Ça peut être l'intervention, ça peut être la demande de ma hiérarchie, ça peut être discussion avec un collègue, ça peut être dans ma vie privée et puis, ben, la ressource que j'ai pour faire face à cette situation et ça, c'est souvent des situations dans lesquelles on peut se retrouver avec une demande qui est élevée, des ressources insuffisantes et puis on va sentir ce déséquilibre-là et on va se retrouver en difficulté, et ça va créer des situations de stress plus ou moins importantes. Et là, j'ai précisé demande ou ressources, capacités réelles ou perçues, parce que des fois, c'est la réalité, il y a pas suffisamment et des fois, c'est mon impression. Je me sens pas suffisamment formée, préparée, compétent ou compétente et puis des fois, si, je le suis, mais en fait, voilà, sur le moment, c'est un peu difficile de faire face à tout ça. En psychologie policière, on aime bien présenter ces différentes étapes avec toute cette partie que je décrivais jusqu'à maintenant où on va parler d'un stress adapté, c'est-à-dire qui va me permettre d'agir face à la situation.
C'est la partie du bas qui fonctionne avec ces 4 étapes. L'alarme, il se passe quelque chose. Je vais mettre en place des moyens pour faire face à la situation. Donc ça, c'est ce que vous allez faire quand vous allez commencer, je sais pas, sécuriser les lieux, partir dans vos procédures, vos protocoles, le fait de d'abord observer la situation pour ensuite pouvoir réfléchir à ce que vous allez mettre en place, de quoi il va s'agir et cetera. Donc ça, c'est tout ce que vous allez faire sur le premier moment où il y a eu cette réaction d'alarme. Ensuite, vous voyez, il y a la partie relâchement qui nous fait descendre un peu plus bas que notre ligne de base. En cas de gros stress, on va le sentir. Ça peut être par une grosse fatigue, ça peut être, pour certaines personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on prend en charge, qui vont se mettre à pleurer, à trembler. Enfin voilà, il y a vraiment le contre-coup et puis là, on va être un peu plus bas et il va nous falloir un certain temps pour, récupérer notre ligne de base. Hem et ça va être, je trouve, important aussi dans vos métiers de se dire: «Mais j'en suis où?» Et puis si déjà vous êtes intervenu, il y a déjà eu quelque chose qui a créé une alarme, bah, si vous êtes bas, il va falloir trouver quelque chose pour vous redynamiser rapidement parce qu'il va falloir refaire face à une situation assez rapidement. Et vous voyez, un petit peu plus loin, la limite du supportable. Il y a certains événements auxquels on peut être confronté qui vont nous faire passer cette limite du supportable d'un coup. C'est-à-dire qu'il va y avoir la réaction d'alarme et je me sens totalement dépassée et c'est souvent là qu'on va observer des réactions de figement, où on va être complètement, en impossibilité de penser ou de réagir parce que c'est trop. Là, on va parler de stress dépassé ou alors d'autres types de situations qui font qu'on va petit à petit dépasser cette limite, et là, on va plutôt parler d'un autre type de stress sur lequel je vais venir maintenant. De manière plus spécifique, en tant qu'agent, vous allez être, confronté à tout type de situation. Une des difficultés, va être aussi de pouvoir, peu importe ce qui se passe, de manière générale, ben, c'est au moment où ça sonne, il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir être en capacité d'y aller. Donc il faut aussi que je puisse me réguler, pardon, en tout temps, pour pouvoir être, peu importe la situation. Est-ce que je suis plutôt dans une mission, je dirais, de surveillance, plutôt de sécurité? Est-ce que je fais partie d'une brigade spécialisée? Est-ce que je j'interviens, en tant que police secours ou plutôt comme du maintien de l'ordre? Et puis aussi, est-ce que c'est ma première fois ou est-ce que, bah, j'ai accumulé les différentes interventions? Et voilà, souvent il y a plusieurs choses les unes derrière les autres et en fait, on va pas forcément récupérer, de l'un à l'autre et c'est souvent ça qui est compliqué et qui va atteindre notre santé. C'est que, ben, on va ajouter certains phénomènes de fatigue à tout ça et que ça va faire des cocktails un peu compliqués à ensuite pouvoir gérer. Quand je voyais des chiffres 9, 10, bah, probablement, hein, que si on avait un échange, vous m'expliqueriez peut-être ce genre de choses. Ça, vous les connaissez. Je fais un petit détour par ça avec ces réactions primaires face à la menace, hein. Quand on va être menacé de quelque chose, on peut imaginer une agression, on peut imaginer un refus de tempérer, une altercation, ne serait-ce que verbale, hein. On va se retrouver instinctivement dans ces réactions-là, donc de manière privilégiée, plutôt fuite ou attaque, en fonction de la situation. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on aurait envie de faire spontanément. Et puis, il peut y avoir la réaction de figement, comme je vous le décrivais tout à l'heure, qui va se mettre en place quand on ne peut ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, on peut pas se replier, on peut pas non plus, à un moment donné, intervenir, agir parce que on peut imaginer, je sais pas, un sous-nombre ou que sais-je. Et puis, il peut y avoir des situations où je vais me figer. C'est pas une décision, c'est vraiment quelque chose d'instinctif, c'est ce qui pourrait être considéré comme la meilleure stratégie à ce moment-là. C'est souvent très difficile pour les gens qui l'ont vécu. Quand on prend en charge, par exemple, des personnes victimes d'un accident ou victimes d'une agression sexuelle qui se sont retrouvées figées, il y a souvent beaucoup de culpabilité, beaucoup de questions de: «Pourquoi j'ai pas crié? Pourquoi j'ai pas agi?» Et ça, en tant que professionnel, on peut aussi des fois, par moments, se retrouver nous-mêmes
un peu figé par l'ampleur de la situation et c'est souvent très compliqué après de regagner confiance, de se dire que ça va pas nous arriver une deuxième fois. Donc ça demande aussi un certain, je dirais travail pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous pouvez être également confronté vous-même à des situations où vous êtes, on va parler d'événements potentiellement traumatisants ou d'incidents critiques, donc un accident de voiture, une agression. Hem, Ce type de situation pourrait créer chez nous ce qu'on appelle des réactions de stress aigu. Donc on n'est pas encore dans des réactions de stress post-traumatique, mais on est dans la phase en amont, hein, sur le premier mois après l'événement. On peut voir des réactions, par exemple, d'hypervigilance. À chaque fois qu'il va y avoir un bruit, ça va, créer ça, susciter ça. Je peux avoir le sommeil qui va commencer à être compliqué. Je peux aussi avoir un évitement, c'est-à-dire que je n'ai plus envie de passer par tel endroit parce que ça me rappelle les événements. Je peux aussi, ce qu'on appelle la dissociation, à un moment donné, avoir une déconnexion entre la partie cognitive, mon cerveau, et puis mon aspect émotionnel ou alors sensoriel. Puis je me sens à côté. Depuis l'événement, je me sens plus pareil. J'ai l'impression que j'ai de la peine à redémarrer, j'ai l'impression que ça prend du temps, et cetera. Donc ça peut être des réactions qu'on va avoir avec certaines émotions, hein, sentiments, heu, de ouais, sentiments des fois d'impuissance, de colère, de rage, moi voire même des fois d'injustice. Donc il peut y avoir effectivement tout ça qui arrive avec un impact, important par rapport à l'ensemble. Quand c'est des réactions qui sont dans le premier mois, on a tendance à parler de réactions naturelles, de notre manière de faire face à cet événement-là et ça va, je dirais, devenir problématique quand ça commence à perdurer et puis que vous les sentez de manière, permanente et constante, où là, ça vaudrait la peine de faire un point pour voir, voilà, ce qu'il en est et puis éventuellement, avoir des ressources supplémentaires au niveau médical. J'espère que le rythme est bon, mais je vous vois pas, donc je continue. Il y a un autre phénomène, qui peut être présent dans vos métiers, qui êtes souvent exposés à des images, à des paroles, à des, personnes qui sont passées par des événements difficiles. Donc ça, c'est le cas où vous ne l'auriez pas vécu vous-même, mais à force de prendre en charge des personnes qui ont vécu ça, de passer, ben, après un accident, un moment avec les victimes avant que, les secours n'arrivent, de devoir vous-même faire certaines actions. Il peut, avoir aussi des mécanismes qu'on appelle traumatisme vicariant, c'est-à-dire que je vais développer des symptômes alors que ce n'est pas moi qui ai vécu l'événement. Donc je vais avoir les mêmes images, intrusions, qu'on a décrit tout à l'heure, l'état de stress aigu, par contamination. Donc il y a un moment donné où ça va, venir, avoir cet impact-là sur moi et ça, c'est les métiers de l'urgence sont particulièrement exposés à ça, heu parce que, ben, vous êtes confrontés souvent, heu, à ce type d'événement et ça déteint un petit peu sur nous. J'ai une collègue dernièrement qui est intervenue, sur un grave accident de la circulation sur un rodéo urbain avec un vélo qui s'est fait renverser à plus de 180 à l'heure, et à force d'avoir entendu les témoins et également les forces de l'ordre raconter dans les détails ce qui s'était passé, à un moment donné, elle a aussi pendant un certain temps eu, certaines images qui lui sont revenues alors qu'elle, elle les avait heureusement pas vues en voilà, je dirais en direct, mais le fait d'avoir eu ces gens qui ont raconté, ça a créé des cauchemars et puis ça a aussi créé des réactions d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'au volant, elle était systématiquement en alerte, parce que, en plus, elle avait eu plusieurs interventions par rapport à ça.
Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi, à un moment donné, auquel on doit être vigilant et que que je nomme maintenant parce que pour moi, il est aussi sur un continuum par rapport aux états de stress, et que ça peut, à un moment donné, aboutir, à des traumatismes vicariants. Le mécanisme du stress cumulatif, là, hem, on va sortir, je dirais, du stress, adapté. C'est les situations où vous avez une accumulation. C'est-à-dire que si on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 étapes, il y a une alarme, vous faites face, vous n'êtes pas encore dans le relâchement ou la récupération, qu'il y a une deuxième alarme. Donc on pourrait imaginer une deuxième intervention ou alors une nouvelle personnelle qui vient se rajouter à ça et puis, en fait, petit à petit, vous allez atteindre cette limite du supportable. Vous allez pas l'atteindre d'une fois comme quand vous l'atteignez, suite à un événement ou un incident critique, mais vous allez petit à petit rapprocher cette limite du supportable et c'est vrai que nous, des fois, par exemple, on a des demandes d'intervention sur des choses qui nous paraissent minimes. Une personne qui, à un moment donné, va, casser son rétroviseur. Donc là, je parle d'une force d'intervention, hein, qui va casser son rétroviseur et puis qui va demander un soutien. On pourrait se dire: «Bah, c'est bizarre, enfin, c'est pas adéquat, il y a quelque chose qui joue pas» et en fait, sur le moment, pour cet agent, c'est pas juste le rétroviseur, c'est un accident qui intervient sur un fond d'autre chose, sur déjà une fatigue, sur peut-être un événement qui revient par rapport à un accident plus grave et puis tout d'un coup, il y a ça c'est trop et puis cette barre, des fois, on a l'impression que les gens basculent d'un coup ou alors basculent pour des petites choses, mais en fait, non, c'est vraiment cette accumulation qui est venue se loger et puis créer ces difficultés-là. Le stress cumulatif, vous le voyez dans les causes, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Ça peut être des fois des petits stresseurs, mais au quotidien qui nous usent, qui nous fatiguent et on n'en peut plus. Ça peut être, une accumulation, c'est-à-dire que j'ai un assez bon équilibre et puis le fameux équilibre vie privée, vie professionnelle fonctionne bien. Sauf que là, tout d'un coup, c'est compliqué au travail et c'est compliqué aussi à la maison et ça devient vraiment difficile pour moi de faire face. Il y a le phénomène aussi de récupération. Si je suis en dette de sommeil, si j'ai une récupération insuffisante au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, je peux me retrouver un petit peu dans ces mécanismes. C'est là d'où l'importance vraiment de pouvoir gérer au quotidien et de faire aussi attention à cette récupération, sachant que, dans les métiers de l'urgence, il y a vous développez aussi une habitude, hein, donc c'est pas comme, je dirais un citoyen qui n'aurait jamais l'habitude, vous on développe en général d'autres seuils, donc vous êtes en capacité des fois de tolérer, des certaines dettes un peu mieux que d'autres, mais n'empêche pas non plus, le corps est humain est ce qu'il est et vous pouvez pas dépasser certaines capacités, donc on a identifié ce manque de récupération comme cause et puis des fois des facteurs qu'on nomme personnels, c'est-à-dire peut-être qu'en fonction de ce que j'ai vécu, d'éventuels traumatismes que j'ai déjà eus, en fonction de voilà, du milieu dans lequel j'ai grandi, il peut y avoir ces facteurs et puis petit à petit, on le voit, ce mécanisme, de stress cumulatif se met en place avec des répercussions sur l'entourage, professionnel, privé, des conséquences au niveau physique et psychologique et comme je vous le disais, la récupération est une des clés par rapport à ces mécanismes-là et on tombe le stress cumulatif n'est pas encore le burn-out ou l'épuisement professionnel, hein, mais c'est un peu l'étape d'avant et on voit souvent les gens qui rentrent un petit peu dans ce mécanisme et au final, ils auraient besoin de se reposer. Ils sont tellement fatigués que, ils arrivent des fois même plus à dormir ou alors ils font plus les activités qui les aident et puis on a la spirale qui se met un petit peu en route et qui peut, à un moment donné, aboutir à des phénomènes plus graves au niveau physique. Maintenant que je vous ai présenté un tableau un peu, je
dirais pas noir, mais voilà, avec les différentes choses qui peuvent se passer, ce qui m'intéresse, c'est de dire: «Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?» Parce que, bah, ça, c'est là, ça fait partie des contraintes, ça fait partie des choses auxquelles je suis, exposée. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Et comment je vais pouvoir, dans certaines situations, ben, pas partir en vrille, rester par rapport à ce que j'ai, à faire et c'est pas forcément évident. Première des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est repérer vos signaux de stress. C'est qu'est-ce qui me fait dire à moi, Katia Schenkel, que je suis stressée? Quels sont mes premiers signaux qui vont m'alerter, avant que ce soit justement ce fameux épuisement qui me guette ou d'autres, ou que ce soit Hem, mon physiothérapeute, mon ostéopathe ou qui me disent: «Mais en fait, voilà, vous êtes complètement bloqué», avant que j'en aille sur des choses comme ça. Certaines personnes disent au niveau corporel, par exemple, que, je sais plus qui avait nommé ça, mais j'aime bien cette phrase: «Si tu ne veux pas entendre ton corps hurler, écoute-le chuchoter» et en fait, il y a plein de petits signaux en général qu'on a en amont, qu'on va laisser de côté et qui, à un moment donné, vont nous rattraper. Donc c'est vraiment déjà de se dire: «C'est quoi mon signal?» et puis, par exemple, je sais que, moi, dans certains entretiens, quand il y a une intensité, quand il y a une détresse, bah, notamment suite, à des interventions, difficiles et puis on est, en train de d'écouter, la personne victime, je sais qu'il y a des zones où je vais commencer à me tendre et dès que je repère ça, je vais mettre en place les certaines des techniques qu'on va voir maintenant parce que je sais que c'est un signal d'alerte et souvent quand j'ai ça, j'ai déjà manqué un ou 2 signaux plutôt au niveau, psychique. J'ai peut-être les pensées soit qui vont être plus dans l'effet tunnel, soit alors qui vont partir dans tous les sens. Enfin, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez, je dirais, avoir une meilleure connaissance par rapport à ça, parce que ça va être la clé de comment je détecte et ensuite je peux mettre une mesure en place. On l'a vu, je vous ai fait la météo au départ. Ça, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser en technique d'optimisation du potentiel et que je vous recommande d'utiliser parce que, en tout cas, moi, dans ma journée, il va aussi m'aider en fonction du niveau dans lequel je suis, de me dire, bah, ok, tu es en hypostress, il te reste X heures de travail, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que ça va être compliqué. Ou alors, en hyperstress, comment tu vas redescendre? Donc là, je passe rapidement puisqu'il a déjà été vu. Juste que vous ayez une idée, hein, quand on n'aura pas l'occasion de faire la totalité évidemment, mais il y a des outils qui vont vous dire: «Ben, qu'est-ce que je peux faire pour me détendre? Qu'est-ce que je peux faire pour me réguler parce que je suis dans la bonne zone et puis j'ai juste envie d'y rester?» ou au contraire, comment je vais pouvoir me dynamiser ou alors me focaliser dans certains cas. Vous voyez aussi une autre auto-évaluation, j'aime bien cette image-là parce elle est souvent assez parlante aussi au niveau des gens. C'est la batterie, votre batterie de téléphone. Si vous avez plus qu'une barre, vous pouvez pas tout faire. Vous allez devoir choisir entre téléphoner, aller sur internet, faire d'autres choses. Si votre batterie est pleine, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pareil avec vous. Vous êtes votre propre outil de travail, je dirais, en tout cas un des principaux. Ben, comment je vais faire en fonction de ça? Et pareil que pour le téléphone, si vraiment ma batterie s'épuise, j'ai beau le brancher, sur le secteur, ça va prendre un petit moment pour pouvoir redémarrer. Donc l'avantage de toujours m'évaluer et de voir où j'en suis, c'est que ça me permet de garder une marge de manœuvre par rapport à ça et puis de me garder un peu d'énergie pour ma vie privée, ma vie familiale et cetera et de pas user toute ma batterie par rapport à ça. Parfois difficile de recharger votre batterie ou alors ça peut être indicateur que vous êtes descendu trop bas. Ça peut être indicateur aussi qu'il y a beaucoup en ce moment, qu'il va falloir multiplier les moments de de relaxation ou de détente et cetera. Donc il peut y avoir plusieurs choses sur lesquelles on peut, jouer par rapport à ce niveau d'énergie.
Un autre outil que je voulais vous donner, je vais pas passer beaucoup de temps parce que comme ça vous l'avez avec la présentation, mais dans cette auto-évaluation, certains vont avoir plus de facilité à s'auto-évaluer sur une échelle, je dirais chiffrée, et évaluer leur niveau de stress ou leur niveau d'épuisement. Ça, c'est un outil qu'on avait utilisé sur Suisse, par exemple, pendant la période Covid, avec tous les intervenants qui ont dû continuer, surtout dans cette première vague, à travailler alors qu'il y avait une incertitude folle, et qu'il y avait un sentiment d'insécurité assez important. Pour s'auto-évaluer, c'est des outils des fois qu'ils faisaient le matin. Par exemple, notre centrale, sanitaire le faisait avec tous les collaborateurs le matin et ensuite, après leur service pour voir où ils en étaient, puis pour avoir une sorte de photo un peu de l'équipe. Et ce à quoi ça a conduit, c'était par exemple de ne pas, enlever les récupérations. Donc ça peut avoir ce côté, bah, de quoi j'ai besoin? Où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce que je mets en place? Autre chose que je voulais partager avec vous avant d'aller sur deux-trois techniques plus spécifiques, c'est, la théorie enfin le modèle des 3 cercles où vous voyez au centre, vous avez le cercle de contrôle. Ça, c'est ce qui dépend de vous, ce qui vous appartient, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez dire, la manière dont vous le dites. Le cercle d'influence, c'est un cercle où je peux avoir un impact, mais tout dépend pas de moi. Je peux demander des moyens supplémentaires, je vais en avoir ou pas. Je peux poser une question, je vais avoir une réponse ou pas. Donc j'ai une influence parce que si je ne demande rien, il n'y a aucune chance que ça bouge. Si je demande, ben, j'augmente un petit peu mes chances, mais c'est pas garanti. Tandis que ce que je contrôle, ben ça, c'est vraiment garanti puisque ça m'appartient. Et vous avez le troisième cercle qui est le cercle des préoccupations. C'est souvent là que vont se loger un petit peu nos ruminations. Et c'est là où ça va être important de se dire, mais qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et comment, quand je suis dans le cercle de préoccupation, mon risque, c'est que je perde de l'énergie inutilement et de la batterie sur des choses qui ne changent pas, sur des choses où j'ai aucun contrôle, qui dépendent pas forcément de moi et comment je vais pouvoir agir et revenir à mon cercle de contrôle. Comment des fois je peux me désengager de qu'est-ce que la hiérarchie ou qu'est-ce que mes collègues ou qu'est-ce que le citoyen va faire pour se dire mais moi à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et moi ce que je peux faire, c'est peut-être signaler ou dire et après, ben, ce qui sera fait ou pas, j'essaye de me désengager. J'aime bien ce modèle, après je vous l'avoue, facile à dire, pas forcément facile à faire, mais des fois ça nous aide de se dire: «Mais OK, maintenant qu'est-ce que je peux faire?» Et de quoi il s'agit? Comment je vais pouvoir à quoi je peux m'attendre? Ça nous aide aussi des fois dans le temps, hein, entre l'alarme que vous avez ou l'appel radio que vous avez et le temps où vous arrivez sur place. À quoi je peux m'attendre? On est sur une mini préparation mentale ou technique. Si vous êtes en binôme ou à 3, ben, vous pouvez aussi échanger sur: «OK, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur place?» vous donnez les rôles pour gagner en sécurité au moment, où vous êtes sur les lieux. Quels sont les éléments que j'ai? Comment je peux me préparer? Je connais mes procédures, je vais avoir un briefing. Enfin, tout ça sont des éléments qui vont nous aider à rester en maîtrise et à faire que le niveau de stress ne monte pas trop, même dans des situations, assez, importantes. Je vois que le temps défile, je vais passer aux outils. Premier outil qui paraît basique, qui l'est et en même temps qui est tellement important, on va être sur les techniques de respiration. L'avantage des techniques de respiration, c'est que ça va venir je vous évoquais le mécanisme du stress avec le fait que ça active notre système nerveux sympathique. La respiration va faire l'inverse, va venir activer le système nerveux parasympathique. Donc au lieu de d'accélérer, il va freiner. Ces 2 mécanismes ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc par la respiration, je vais pouvoir vraiment baisser ce niveau d'activation, je vais pouvoir me calmer tout en restant actif et c'est ça qui est intéressant en fonction des techniques de respiration que vous allez utiliser, c'est que ça va avoir des fois l'effet de vous focaliser, de vous recentrer, mais ça vous empêche pas de courir à votre voiture, ça vous empêche pas d'aller sur les lieux et on peut s'exercer comme ça à avoir une activité, je dirais, physique tout en ayant quelque chose à l'intérieur qui va nous calmer. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne juste un petit temps
pour voir une ou deux techniques de respiration. On n'aura pas le temps d'en voir plein. Il y a des choses qui existent que vous connaissez peut-être aussi déjà. Une que j'aime bien par rapport aux situations d'intervention et qui est aussi issue des techniques top, c'est la respiration en carré. Carré ou triangle, c'est-à-dire qu'on va imaginer un carré ou alors compter dans sa tête et puis on va inspirer sur un certain temps, bloquer notre respiration sur le même temps, expirer et bloquer notre respiration. Donc là, je vous propose de faire en tout cas 2 carrés à votre rythme. Il ne faut pas que vous vous forciez, donc vous allez tout simplement faire: j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Ça va être un moyen pour certains qui vont être visuels, vous allez visualiser le carré, ça peut vous aider à changer un petit peu l'état d'esprit. Pour d'autres, ça vous met juste dans une bulle et ça nous assure aussi qu'on va pas hyperventiler puisqu'on doit avoir le même rythme. Respiration au triangle, c'est simplement vous allez avoir une seule phase d'apnée, donc ça va être j'inspire, j'expire et je bloque. Ou alors l'inverse, j'inspire, je bloque et j'expire. Et c'est d'observer un petit peu vos sensations quand vous faites cette respiration en conscience. Une autre respiration qui peut aussi vous être utile sur le terrain, c'est la respiration relaxante, c'est-à-dire qu'on va avoir une inspiration peut-être sur un ou deux temps et une expiration plus longue sur 4, 5 ou 6 temps. Donc on va le faire là, j'inspire, ça va donner j'inspire sur un ou 2 temps. J'expire tranquillement, plus lentement. C'est pas une histoire de quantité d'air que vous in c'est la même quantité d'air qui rentre et qui sort, c'est une durée qui va être comme ça. Et là, je vous invite pareil à juste observer, une fois que vous avez fait deux trois respirations, qu'est-ce que ça provoque? Comment vous vous sentez? Et en général, on sent déjà un côté un petit peu frein par rapport à ça. Il y en a d'autres. Il y a des techniques que dont vous avez peut-être entendu parler, cohérence cardiaque. Enfin, il y a plusieurs autres techniques de respiration. L'avantage qu'elles ont aussi en cas de stress, c'est qu'elles vont nous forcer à remettre de l'air à tous les niveaux, à débloquer au niveau du diaphragme qui se contracte systématiquement quand il y a le stress. Donc, ça nous permet de faire recirculer et aussi d'avoir une oxygénation de notre cerveau qui nous permet toujours de rester dans le rationnel, de prendre les bonnes décisions parce qu'il y a cette respiration. Donc, il y a à la fois le côté psychologique qui va nous aider, mais il y a aussi un côté physiologique qui va être important. Respiration au carré, là, je vois juste une question par rapport. L'idée, c'est vraiment que vous visualisez le carré, donc les 4 temps sont égaux. Inspiration sur 4 temps, par exemple. Blocage sur 4 temps, expiration sur 4, blocage sur 4. Pareil pour le triangle, 4, 4, 4. Minimum 4, parce qu'on sait que c'est ça qui commence à activer le réflexe physique par rapport au système parasympathique. Autre outil que je vous propose de tester maintenant, c'est la déconnexion flash. C'est un outil, je vais vous donner l'utilité après. Donc là, ce que je vous demande, c'est prenez un objet que vous avez sous la main. Donc ça peut être un stylo comme moi, ça peut être une bague, ça peut être votre montre, ça peut être votre main, s'il n'y a pas d'objet sous la main. Et puis, vous allez vous mettre dans une posture de curiosité, comme si c'est la première fois que vous découvrez cet objet. Ça peut être un petit enfant qui n'a jamais vu ça, qui découvre, ou alors nous, quand on voyage à l'étranger et qu'on découvre un objet dont on ne connaît pas la fonction. Et vous allez d'abord observer cet objet, le regarder sous toutes les coutures
Est-ce qu'il y a des couleurs différentes? Est-ce qu'il y a des textures que vous pouvez observer? Quelles sont les dimensions de l'objet que vous avez, entre les mains? Est-ce que vous pouvez voir peut-être des petits signes d'usure ou, votre objet est un petit peu, cassé ou ébréché par endroits? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit sur cet objet? Une fois que vous avez parcouru votre objet, au niveau visuel, vous venez fermer les yeux et vous faites pareil au niveau de la sensation, au niveau des doigts. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, être attentif à la température? Est-ce qu'il y a des températures différentes en fonction des parties de l'objet? Est-ce qu'il est plutôt lisse, plutôt rugueux? Est-ce que ce que je perçois maintenant, les yeux fermés, correspond à ce que j'avais vu ou est-ce qu'il y a des choses qui m'étonnent, qui me surprennent? Est-ce que cet objet va faire un son quand vous le manipulez ou quand vous le tapotez? Est-ce qu'il y a un son particulier? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'elle est plutôt agréable, plutôt désagréable? Et en fonction de l'objet que vous avez entre les mains, est-ce que cet objet a un goût ou est-ce que vous pouvez imaginer le goût que ça aurait? Le goût de la matière, plutôt plastique, plutôt sucré, plutôt salé? Et ensuite, une fois que vous avez pris votre temps par rapport à ça, vous rouvrez les yeux et puis vous observez à nouveau comment vous vous sentez, par rapport à ça. Normalement, alors après, vous me direz, mais normalement, ça va nous aider à déconnecter, ça va nous aider à nous focaliser et puis ça va nous recentrer. C'est rare que les pensées soient parties tout azimut, donc ça peut être un bon exercice, quand vous avez, par exemple, de retour d'une intervention difficile, vous sentez que vous êtes dans l'émotionnel, vous sentez que vous êtes trop au niveau du stress et puis que vous êtes en boucle. Vous n'arrivez pas à juste dire: «Bon, bah, c'est bon, vas-y, passe à autre chose». Ça peut être un outil qui peut être intéressant avec toujours cette première étape de je me mets dans cette posture de curiosité, puis après je guide à travers les 5 sens. D'abord le côté visuel, je ferme les yeux, puis ensuite je passe par les autres sens. Donc ça, c'est un petit outil, vous avez vu, ça prend 3 4 minutes, c'est pas très long et ça peut nous aider à un moment donné à redescendre assez rapidement. Pareil que pour la respiration, hein, ça va à un moment donné plutôt aller sur le système nerveux parasympathique, ça va calmer et puis nous permettre de débrancher. Dernier outil que je voulais vous exposer, alors je vais plutôt vous l'expliquer puisque, je ne peux pas avoir vos feedbacks directs, mais c'est pour que vous puissiez le mettre, aussi en place. La préactivation mentale, c'est une technique qu'on utilise vraiment pour juste avant de faire quelque chose, juste avant, entre le moment où j'ai l'alarme et le moment où je prends le volant. Ça peut être pendant ce moment-là, ça peut être pendant le trajet, ça peut être pour certains, à partir du moment où je sors de la voiture ou alors j'arrive sur place, ou ceux qui sont à pied, peu importe, hein, mais j'arrive sur place et je prends contact avec, une 1 personne. Ça peut être dans ces petits moments-là où je vais en fait utiliser le dialogue interne et je vais à un moment donné un peu comme si vous étiez votre propre coach qui va, vous parler, vous mettre dans la bonne énergie et vous allez faire des respirations alors plutôt apaisantes si vous avez besoin de vous calmer ou alors des respirations plutôt dynamiques si vous avez besoin de vous mettre en énergie et puis vous allez avoir un discours au présent positif qui peut être comme: «OK, tu as reçu l'alarme pour telle chose, tu dois te rendre à tel endroit, donc maintenant tu vas d'abord informer ton collègue. Ensuite, vous allez nommer un peu les étapes qui vous attendent
Tu as l'habitude de le faire, tu es déjà intervenu sur ce type d'intervention, tu es capable, formé pour, c'est quelque chose que tu connais, que tu maîtrises. Peut-être qu'il y aura de l'inattendu, tu sauras faire face sur le moment. Il te faut encore juste ça à faire, mettre en place, tac, tac, et vous allez en fait visualiser comme ça un petit peu vos étapes et vous terminez par je suis prêt ou alors j'y vais. Vous terminez par ok, c'est bon. Et ensuite, ça vous met dans l'état, en fait, ça préactive un petit peu l'état dans lequel vous auriez, besoin. Voilà pour la préactivation mentale, ça c'est quelque chose qu'on voilà, qui peut être utile, qui est plus, vous l'avez vu, sur quelque chose de plutôt dynamique. En tout cas, ça va nous focaliser, ça va nous préparer à, et ça c'est une des méthodes qui va être plutôt dans la dynamisation que dans la relaxation. Si vous voulez rajouter dans la dynamisation, parce que vous êtes plutôt bas, des respirations dynamisantes, ça va être l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez inspirer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 temps et expirer sur un ou 2. Donc ça donnera quelque chose comme, méfiez-vous, ça peut vite tourner. On va être un petit peu plus sur de enfin, on va reproduire un petit peu le mécanisme de l'hyperventilation. Pour ceux d'entre vous qui font du sport, c'est souvent une respiration que vous allez pratiquer avant l'activité sportive, avant un match, etc. Donc voilà, celle-là, elle va nous permettre assez rapidement. Les effets durent quelques secondes à quelques minutes pour nous remobiliser à un moment donné où on perd un petit peu d'attention, on perd de la vigilance. On a enchaîné des horaires un peu compliqués, on est sur des missions de maintien de l'ordre qui s'éternisent, et puis on n'est pas assez attentif et on veut rester prêt au cas où il se passe quelque chose. Ça peut être des choses que vous pouvez utiliser par rapport à ça. Dans les tops, vous allez vraiment avoir des outils qui vont vous permettre, d'utiliser avant, des outils qui vont utiliser pendant, après. Dans ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez toute une série de choses que vous pouvez utiliser avant: connaissance de vous, indicateur de signaux, ma météo, la préactivation mentale qu'on vient de voir, la respiration. Pendant, pareil, la respiration va pouvoir vous aider. Rien n'empêche, même quand on est en discussion, on est sur le temps de trajet, de faire quelques respirations en carré, en triangle, ou celles que vous souhaitez pour vous mettre dans le bon état. Le modèle des 3 cercles aussi, hein, vous sentez que ça part, vous avez besoin de revenir. Et puis après, là, on sera plus sur des techniques de récupération, de relaxation qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder maintenant. Mais ce qu'on a vu qui peut vous être utile pour redescendre, ça va être la déconnexion flash. Et ça peut aussi servir de sas de décompression pour ceux qui ont l'impression de ramener des choses à la maison et qui veulent pas et qui veulent préserver ça. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire, je dirais, entre 2, pour vraiment: «OK, maintenant je», vous avez pas la chance de pouvoir fermer la porte de votre bureau, comme pour ceux qui auraient un travail plus administratif, quoique parmi la population, certains d'entre vous, ont ça. Mais symboliquement, c'est vraiment de se dire: «Je ferme», et vraiment d'utiliser ce côté: «Qu'est-ce que vous pouvez faire pour fermer?» Le stress, en conclusion, avant de passer aux questions, va faire partie de l'intervention. C'est même parfois ça, hein, qui vous a motivé dans ces métiers-là. C'est peut-être ça qui fait un peu l'adrénaline, et puis qu'on apprécie aussi quand on est dans des métiers d'urgence. Par contre, il y a une certaine dose qu'on veut pas et qui va être négative pour la santé. Donc il y a vraiment ces étapes que vous pouvez utiliser, peu importe que que votre maîtrise du stress vienne de techniques top, d'autres techniques que vous avez déjà appris. Mais premièrement, comment je repère? Deuxièmement, j'accepte que je suis stressée en ce moment, parce que plus je vais lutter, plus ça va prendre de la place. Ce qu'on appelle l'effet rebond, hein. Si je vous dis: «Ne pensez pas à un ours blanc», en général, vous avez l'image de l'ours blanc avant de pouvoir l'enlever. Donc si je dis: «Ne stresse pas», je vais d'abord accentuer le mécanisme du stress plutôt que de le calmer. Donc l'idée, c'est plutôt de dire: «Calme-toi». C'est là que vous allez mettre en place vos outils de gestion, et ensuite vous allez évaluer: est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? Est-ce que j'ai besoin de plus? Et comment je peux agir par rapport à tout ça? J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je voulais quand même laisser du temps, sur les questions à la fin. Merci Katia. On a eu une question, c'est comment apprendre à dire non?
Alors ça, c'est un grand débat. Comment apprendre à dire non? Euh, Je pense que ce qu'on a vu là, par exemple, maintenant avec l'auto-évaluation de comment on est, c'est déjà un premier indicateur parce qu'en fonction de ma batterie, ça peut être aussi un élément. Si je suis à 1 de batterie, je vais devoir la garder pour moi pour pouvoir rester opérationnelle. Donc, ça va peut-être m'aider à dire non à quelqu'un qui me dirait, bah, est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que tu peux prendre une garde supplémentaire? Ça peut être un premier élément en fonction de ça. Ce qui est des fois difficile dans ces moments-là, c'est qu'il va y avoir notre professionnalisme, il va y avoir notre culpabilité qui va dire, allez, fais un effort, tu pourrais, etc. Et c'est là-dessus qu'on doit vraiment se dire, mais quel- de quoi tu as besoin et comment tu peux dire non. Et des fois, c'est comment tu peux dire oui, mais des fois, on va pas forcément dire non, on va dire c'est OK, mais pas forcément de cette manière-là. Et c'est là où des fois, c'est un peu plus facile parce que dire non, si on n'a pas l'habitude du premier coup, c'est pas évident. Donc, on va s'entraîner sur des choses qui ont peu d'impact. Je sais pas si côté français, vous avez aussi ça, mais on a beaucoup de démarchage téléphonique en ce moment. Bah, le fait de commencer par ces démarchages-là pour dire non, pour affirmer sans boucler directement, tout en étant poli. Enfin voilà, on peut déjà s'entraîner un petit peu de cette manière-là pour ensuite dire non dans des situations qui sont un peu plus complexes pour nous, face à la hiérarchie, face à des personnes qu'on aime. Donc je dirais qu'il peut y avoir des choses comme ça. Puis après, c'est en fait pourquoi j'ai envie de dire non et comment je peux respecter mon envie de dire non et je suis légitime avec ce non. Et puis des fois, c'est écoute, oui, tu as besoin de ce service. Là, c'est pas forcément. Par contre, je peux venir demain. Et puis, voilà, ça va être un peu un entre-deux qui, qui peut nous aider. Il y a plein d'autres outils, mais je dirais, pour vous donner des premiers éléments en 2 minutes, c'est ce que je pourrais répondre par rapport à ce non. Et puis surtout, qu'est-ce que ça me fait quand je dis non? Donc, c'est souvent qu'on a envie de satisfaire, on a envie d'être en lien, on a envie de plaire. Euh, donc, c'est aussi de se dire, ben non, il y a des fois où est-ce que j'accepterais que l'autre personne me dise non? Et souvent, quand on a un profil où on va dire souvent oui, on dirait bah c'est évident, l'autre a le droit de dire non, donc autorisons-nous le droit aussi, nous, de le faire de temps en temps. Merci. Alors, on demande s'il y a un livre à conseiller. Alors ça va dépendre sur quoi. Sur les techniques d'optimisation du potentiel, vous avez, alors j'ai plus le titre, je vais juste regarder maintenant, le livre de la doctoresse Edith Perret-Aupière, qui est celle qui a créé ces techniques euh, Ah au oui, sein de on a l'armée ça dans le française. chat. Il y a quelqu'un qui a évoqué ce livre. Ah voilà, super. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment le livre référence pour nous. Après, sur le stress, il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé. Si vos questions sont plus sur le stress aigu, stress post-traumatique, il y a un très bon livre de Peter Levine qui est traduit en français, qui s'appelle Réveiller le tigre, guérir le traumatisme. Et après, sur tout ce qui est plutôt traumatisme vicariant, voilà, j'ai un exemple, mais il est plus pour les soignants. Mais si ça vous intéresse, Pascal Brion, québécoise, a travaillé sur ce qui est fatigue de compassion, traumatisme vicariant et comment on peut développer des auto-soins pour nous-mêmes par rapport à ça. Donc voilà, vous n'êtes pas direct, vous êtes plus dans des métiers d'action, mais vous êtes aussi dans de la relation d'aide dans pas mal de vos interventions. Donc ça peut aussi être une lecture intéressante. Je rejoins. Je viens de voir passer un commentaire sur le MDR. Pour tout ce qui est traumatisme, c'est une technique qui marche très très bien. Par contre, vraiment vigilance avec qui vous le pratiquez, parce que certains sont formés sans être psychothérapeute. Alors sur Suisse, c'est pas possible, par exemple. On doit être psychothérapeute. Même moi, en tant que psychologue d'urgence, je ne peux pas faire de l'EMDR. Il faut être psychothérapeute parce que ça peut réveiller des choses très importantes et il faut que le professionnel face à vous soit en capacité d'accueillir ça et de vous aider et que ça aille pas trop bas. J'ai connu des gens, par exemple, qui ont enfin, qui, sous EMDR, se sont retrouvés à faire des malaises et la personne en face n'était pas en capacité de réagir correctement. Donc, vraiment une bonne technique, mais vérifier avec qui. J'avais une dernière question. Oui. Comment faire avec les personnes pour lesquelles juste se connecter à la respiration,
pense que oui, pour certains, c'est compliqué juste, d'apprendre à respirer. Est-ce que c'est ça la question? Comment faire avec les personnes pour lesquelles juste se connecter? C'est-à-dire que les personnes qui ressentiraient du stress sur leur respiration, est-ce que vous pouvez peut-être juste compléter la question pour que je vous réponde juste? Pierre? Je vois aussi le livre Oui. de David Servan-Schreiber, Guérir, qui est aussi très intéressant. Oui, c'était ça. Ok. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, enfin, c'est une habitude. Euh, donc pour ceux, par exemple, pour qui le fait de porter attention et de mettre un petit peu sur la pédale de frein est stressant, vous allez peut-être plus partir sur des méthodes comme le carré ou le triangle qui vont être un petit peu plus mécaniques. La cohérence cardiaque peut être quelque chose qui peut vous aider aussi parce que vous allez être guidé sur un certain rythme et ça peut vous aider à déconnecter. Et sinon, vous pouvez peut-être plus partir sur des choses au niveau physique qui vont vous relaxer, mettre un peu moins l'accent, ou la déconnexion flash, au final, peut-être qu'elle peut vous apaiser sans forcément aller sur votre respiration. Donc, je dirais des méthodes qui vont passer par un autre canal. Pour certains d'entre vous, vous allez partir facilement dans l'imagerie. Bah, peut-être que de penser à un lieu où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez calme, sera plus efficace que la respiration pour vous si la respiration vous stresse. Mais sincèrement, c'est plus une histoire de pratique et d'habitude et puis de lâcher un petit peu prise des fois sur ça. Mais si ça vous stresse, passez par d'autres canaux et utilisez ce qui vous convient. Le stress peut-il provoquer des crises d'angoisse? Est-il possible de les éviter par des techniques de respiration? Oui, le stress en manière générale, un événement peut provoquer une crise d'angoisse. Des fois, certains, effectivement, rien que le fait de se rendre compte qu'ils n'arrivent pas forcément à bien expirer, ça peut déclencher un peu le mécanisme. Pour d'autres, c'est ce qui va être activé avec la crise d'angoisse ou avec la crise cardiaque, on est un peu sur les mêmes symptômes. Donc, des fois, les gens vont avoir une sensation physique, vont avoir l'impression qu'il y a un problème cardiaque. Et ça peut être la base d'une crise d'angoisse, alors que c'est simplement, entre guillemets, hein, le mécanisme de stress qu'ils ont tout d'un coup identifié. Ils ont senti leur cœur battre plus vite. Voilà, on a ces indicateurs-là. Donc oui, ça peut engendrer des crises d'angoisse. Et en général, les outils qu'on va conseiller et former sur ces crises d'angoisse, ça va d'abord être la respiration. Aux urgences psychiatriques, ils utilisent souvent, par exemple, la méthode en carré. Et puis ensuite, il y a d'autres techniques où on va aider les gens, un peu comme la déconnexion flash, où on va leur dire, bah, quand le stress commence à monter, regardez dans votre environnement, essayez de voir 5 objets de couleur bleue, ensuite écoutez 4 sons, essayez de ressentir 3 odeurs, imaginez 2 goûts, etc. Et puis du coup, on va détourner un petit peu l'attention du cerveau des signaux physiologiques pour essayer d'apaiser le système. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous, pour, vos questions, vos échanges. Merci beaucoup Katia de cette intervention très claire. Si vous voulez bien, à ceux qui ont participé, de bien voir remplir le questionnaire satisfaction, ça nous aide à avancer et à prévoir d'autres webinaires en correspondance avec vos besoins. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et également, sur mgp.fr, vous avez toute l'information et également des exercices de respiration. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.